Merci, Monsieur Tello. C'est toujours très difficile d'avoir le mauvais rôle de modération, surtout quand on a envie de dire beaucoup de choses. Je remercie aussi Monsieur Tello pour amener la poésie. J'ai probablement bien fait de le présenter aussi comme poète, puisque la poésie amène aussi une lumière à ce débat. J'aimerais juste dire que le livre La haine de l'Occident suscite énormément de questions, et je pense que c'est souvent le propre de Jean de Sigler, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de produire des livres-bombes qu'il balance et qui en fait permettent probablement de toucher des thèmes extrêmement sensibles et difficiles, et de pouvoir préciser autour de ces discussions, mais aussi peut-être de publications futures, de pouvoir trouver des réponses peut-être à des thèmes qui sont extrêmement nécessaires et urgents. Alors, on va repasser la parole à Jean Sigler pour qu'il puisse répondre. On va lui donner, disons, 8 minutes. Et pour qu'on puisse quand même laisser le public répondre. Là aussi, le travail de modération ne va pas être facile pour une question simplement logistique, c'est qu'en fait pour passer le micro, on va devoir se le passer les uns les autres, ça va être assez rigolo. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'aimerait pas qu'il y ait des conférences, de conférences dans la salle. Donc ce sera vraiment des questions. Donc réfléchissez déjà à ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie de poser comme question, notez-les et soyez bref. Bien, donc les gants box. Notamment, je remercie Bouta et Elie pour les remarques très, très judicieuses. Il y a quand même une différence très très fondamentale entre un érudit et un intellectuel organique du mouvement populaire. Je ne plus dire révolutionnaire, mais enfin, c'est quand même un peu ça. Je me sens au service du mouvement révolutionnaire mondial, tandis qu'un érudit pense qu'en mettant à jour la réalité, par des méthodes scientifiques, elle fera son chemin tout seul. Hein? Son tâche est de mettre à jour, par les méthodes scientifiques, historiens, là, ça c'est comme la définition de l'érudit, avec la conviction morale que cette vérité fera son chemin. Moi, je ne pense pas. Je pense que le seul sens de l'intellectuel, c'est d'être l'auxiliaire du mouvement populaire révolutionnaire qui, lui, est acteur de l'histoire. Je voudrais vous citer une phrase de Régis Debray, avec qui je suis profondément d'accord. La tâche de l'intellectuel n'est pas de distribuer les aménités, mais d'essayer d'énoncer ce qui est. Son propos n'est pas de séduire, mais d'armer, de fournir des armes au mouvement populaire. Et un livre est bon, non pas quand il est bien écrit. Bon, je suis content d'avoir reçu ce prix littéraire, etc. Office allemand que je suis, je me suis appliqué à bien écrire, bien sûr, le français, tout ça. Mais un livre est bon quand il est utile au mouvement populaire. Ça, c'est le critère. Bon. Et non pas son homogénéité logique, etc., etc. Donc il y a une différence entre nous deux, qui est la différence objective. L'intentionnalité. Alors je vais très très vite. Bordeaux, pourquoi j'ai pris Bordeaux? Parce qu'à Bordeaux, c'est vrai ce que tu as dit, c'est d'autres acteurs dans l'esclavage pendant 350 ans ont été plus violents, comme l'oligarchie de Nantes, comme les banquiers privés genois, de Lombard et Odier jusqu'à Pictet, qui ont fait des fortunes énormes en finançant la traite, en armant, comme on disait à l'époque, en prenant des parts dans des bateaux esclavagistes, etc., etc. Mais Bordeaux a cette particularité que les principales places et rues et avenues, ont les noms des grands esclavagistes. Et qu'un groupe d'historiens formidables a fait la généalogie des principaux noms qui ornent les avenues de cette magnifique ville. Alors, ça m'a semblé être un exemple particulièrement frappant de l'aveuglement total de l'Occident. Bon, une grande ville universitaire magnifique, aveuglement total. Bon, méandre de la mémoire. C'est vrai, là, on est en échec. Quand empirico-rationaliste, on est en échec. On ne comprend pas pourquoi ils ont été renvoyés au silence. Marguerite Duras, dans le Square, en 1955, ils étaient contraints de rentrer dans le silence. Son mari, le grand poète Robert Altem, découvert mourant à Buchenwald, libéré par François Mitterrand, ramené à Paris,
il n'a pas parlé. Et Marguerite Duras, qui l'aimait, Robert Antis, mais parle, raconte ce que tu as regardé, et ses amis, François Mitterrand et les autres aussi, il est entré dans le silence. Bref, c'est tout à fait mystérieux, et je n'ai rien ajouté à ce chapitre, mais je dis échec de la sociologie à comprendre les méandres de la mémoire. C'est vrai que Wolinka a cette phrase magnifique: pour demander justice, on doit avoir les mains propres, évidemment. Il a été torturé par Abacha, bref, si vous pouvez l'écouter, le 10 là, par les Nations, il faut l'écouter parce qu'il est bon. Hein. Le premier Africain à avoir le prix Nobel de littérature. Mais le mépris de l'Occident qui dénonce était extraordinaire. En avril dernier, hein, les dictatures militaires se succèdent sous des masques toujours différents depuis 1966. Hein. Une fois c'est les généraux musulmans du Nord, maintenant c'était Obasanjo, général Yoruba chrétien de l'Ouest, maintenant c'est un nordiste, Yuramaru. L'Union européenne a envoyé des missions d'observateurs pour les élections de gouverneurs dans les 36 États, présidentielles, parlementaires et du Sénat au Nigeria, immense pays, le plus grand d'Afrique, populé d'Afrique, 147 millions d'habitants, 8e producteur du pétrole du monde, et un des pays les plus effroyablement pauvres au niveau de la sous-alimentation, etc. Et la mission des observateurs, des centaines d'observateurs européens au nom de l'Union européenne sont revenus et ont dit ces élections, la pure escroquerie. La pure escroquerie. En juin, à Heiligendamm, le G8 se réunit sous la direction de Madame Merkel. Le G8, c'est les grands chefs d'État des pays industrialisés. Et depuis Chirac et Evian, la coutume est d'inviter du Sud, pour chaque continent, un représentant particulièrement digne au G8 pour discuter avec les maîtres du monde, etc. etc. Et Madame Merkel et l'Allemagne présidaient l'Union européenne. La chancelière Merkel invite pour représenter les peuples africains Yur Amari, l'escroc, bref, le président du Niger. Yur Amari. Alors là, Wolinka, évidemment, a explosé. Elle a dit, enfin, comme mépris pour les Africains, il n'y a pas mieux. Parce que 3 mois avant, la mission de l'Union européenne d'observation des élections, l'élection de ce président-là, était une insulte, était une escroquerie, une tricherie totale avec les détails, enfin, on sait bien, les observateurs de boulot, partout dans l'immense pays. Et 3 mois après, la présidente en exercice du Conseil des ministres de l'Union européenne invite ce général, le vainqueur de cette escroquerie, pour représenter les peuples africains. Alors, bref, ça, c'est pour ça que j'ai cité.